Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Permettre aux jeunes générations de se parler, d'échanger, quelle que soit leur religion, c'est l'engagement d'Anna Assouline. Avec son mouvement Guerrière pour la paix, elle parcourt désormais les établissements pour créer du dialogue. Elle est l'invitée du grand JT, c'est dans quelques instants. Pour dialoguer, encore faut-il pouvoir s'exprimer et savoir s'exprimer, comprendre les sensibilités de chacun. C'est ce qu'on verra justement avec l'avocat Bertrand Perrier qui vient nous présenter un jeu d'éloquence. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, elle reçoit le chef pâtissier Yazid Hichemrahen. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Guillaume Bain. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec un jeune adolescent placé en garde à vue hier. Il prévoyait de commettre un attentat. Et l'interpellation a eu lieu à Rosenau, à la frontière avec l'Allemagne et la Suisse, âgé de 14 ans. Et selon plusieurs médias, ce mineur radicalisé est acquis à la cause de Daesh. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont également trouvé au moins un engin explosif artisanal. À présent, les investigations doivent établir s'il existait ou non un projet d'action et à quel stade il était. Et la menace terroriste, elle reste élevée dans le pays, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était l'invité ce matin d'RMC. Alors, il y a le parquet national antiterroriste qui est ouvert, c'est une situation très, très sérieuse. C'est la DGSI, donc les services de renseignement, le ministère de l'Intérieur que je salue pour leur travail, ont réussi à interpeller cette personne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu 41 attentats déjoués depuis 2017, à peu près une petite dizaine depuis 2020, et que la menace terroriste, elle est extrêmement forte. Les explications ce matin du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Un nouveau syndicat étudiant vient de voir le jour, il s'appelle l'Union étudiante. Et il s'agit de la fusion du syndicat L'Alternative et de certaines sections de l'UNEF. Cela fait suite à une crise interne au sein du premier syndicat étudiant qui dure déjà depuis octobre dernier. Certains de ses membres affirment avoir subi des pressions, des violences de la part de la présidence, selon Éléonore Schmitt, porte-parole de l'Alternative. Suite à cette scission, l'UNEF réaffirme que le syndicat n'est pas à vendre. En attendant, la porte-parole de l'Alternative l'assure. L'Union étudiante, ce nouveau syndicat, sera présent dans quelques 51 établissements contre une trentaine, voire une quarantaine actuellement pour l'Alternative. Une belle initiative à présent, direction le Gard où un collège vient d'être sacré 3e champion de France des économies d'énergie. Et je vais vous emmener à Rochefort du Gard où le collège Claudie Aigneret est parvenu à réduire de près de 20% sa consommation. Une distinction qui s'inscrit dans le cadre du challenge Cubes, un défi qui est ouvert d'ailleurs à tous les établissements en France. Et pour réduire sa consommation d'électricité, le principal de l'établissement explique avoir tout simplement abaissé de 1 degré la température des salles de classe, éteint les chaudières également 45 minutes avant la fin des cours ou encore installé des détecteurs de présence pour la lumière afin de ne plus avoir des salles vides éclairées. Les élèves ont bien sûr participé à ce projet, notamment en réfléchissant aux moyens qu'il était possible de mettre en place. Et concernant l'avenir, le principal va continuer à faire mieux et plus avec le soutien toujours du conseil départemental. Les métiers classiques changent, voire s'adaptent à la société actuelle et tant mieux. Après la transition numérique, place à la transition verte et sociale. Et selon une étude Make Sense avec Audencia, 66% des moins de 25 ans souhaitent sélectionner leur emploi en fonction de son impact positif sur la société, mais également sur la planète. Mais souvent par manque d'informations ou encore de vieux réflexes d'orientation, les jeunes se tournent vers des offres plus classiques. Alors face à cette situation, la plateforme makesense.org et son site Jobs That Made Sense, en partenariat avec Le Parisien étudiant, organisent une grande campagne de recrutement pendant 2 mois. L'objectif, c'est de mettre en valeur toutes les possibilités de stage et d'alternance avec un impact positif sur notre planète. Plus de 5000 offres sont à pourvoir sur le site internet 1000stage.org. La campagne, elle va durer jusqu'au 26 mai. On termine, Guillaume, avec un peu de sport. Depuis lundi, 7e édition de la semaine olympique et paralympique à l'école. Et je vous sais grande sportive d'ailleurs, Virginie. La SOP, c'est un moment clé pour éveiller les élèves au bienfait de la pratique sportive régulière. Elle participe également à mobiliser les parents autour de cet enjeu. Cette année, le thème, c'est l'inclusion par le sport. Selon Élie Patrijon, le directeur général du comité paralympique et sportif français, l'objectif commun,
Il est tout simple, c'est que le sport intègre le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Les sportifs sont bien sûr à l'honneur, ils se déplacent dans les établissements, que ce soit les écoles primaires ou encore les universités. Et d'ailleurs, après l'astronaute Thomas Pesquet l'an dernier, c'est l'animateur Jamie Gourmaud qui s'est engagé aux côtés de Paris 2024 pour proposer des vidéos aux enseignants afin d'inciter les élèves à bouger chaque jour. La thématique des 30 minutes quotidiennes d'activité lancée par Paris 2024 est soutenue par le ministère des Sports, bien sûr, ou encore des Jeux Olympiques, est intimement liée avec cette semaine olympique et paralympique. Merci Guillaume. Alors comment créer du dialogue entre les jeunes, surtout quand tout semble les opposer? C'est notre question du jour. On y répond avec la présidente des Guerrières pour la paix, Anna Assouline. Anna Assouline, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir ici sur le Grand JT. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente des Guerrières pour la paix, réalisatrice, militante, je disais, pour la paix, et bien entendu engagée contre le racisme, l'antisémitisme et toute forme de discrimination. Cela fait 1 an que vous avez créé ce mouvement, Guerrières pour la paix. 1 an que ce mouvement existe, un mouvement de femmes juives et musulmanes. Pourquoi avoir choisi de vous intéresser précisément à ces 2 confessions-là ? Alors, il y a beaucoup de réponses. Il se trouve que, pour être tout à fait honnête, moi, je suis de confession juive et donc, de par déjà mon histoire personnelle, mon parcours, j'ai toujours été particulièrement sensible à ces questions. J'ai grandi dans le 20e, dans un quartier populaire. Il y avait toutes les religions. Où il y avait toutes les religions, où j'avais des amis de toutes confessions. Moi, j'ai pas du tout grandi dans un milieu communautaire, donc j'ai toujours été avec des gens... D'ailleurs, j'ai souvent été un petit peu la seule juive de mon groupe d'amis à l'adolescence, etc. Et j'ai donc grandi dans les années... je suis née en 90, donc les années 2000, j'étais adolescente. C'est des années qui ont été fortement marquées par des tensions entre les différentes communautés, et plus précisément entre les communautés juives et musulmanes. C'est des années qui ont été marquées par les attentats, la montée de l'extrême droite... les répercussions aussi du conflit israélo-palestinien qui ont agi comme un détonateur de tension pour notre génération entre les différentes communautés. Et donc voilà, j'ai toujours eu une sensibilité très forte à ces questions, et surtout j'ai toujours eu envie de m'engager pour essayer de recréer du lien, du dialogue. Voilà. En 30 ans, vous avez vu les choses changer, évoluer, notamment dans le quartier, dans le 20e ? Oui, j'ai vu les choses changer. Alors déjà, au niveau de moi, de ma vie, c'est vrai que je pense qu'il y a une bascule dans les années 2000. J'ai connu petite, j'étais encore très jeune, mais c'est vrai que dans les années 90, on avait quand même le sentiment, même si évidemment tout n'était pas rose à l'époque aussi, mais on avait quand même l'impression d'un petit moment de grâce dans les années 90. Et j'ai vu effectivement dans les années 2000 la situation se déliter. Alors, à la différence que ce que je constate pour parler de l'évolution plus récente, c'est que moi, effectivement, j'étais, comme je vous le disais souvent, la seule juive dans mon environnement, dans mon groupe d'amis, etc. Mais il y avait quand même ce mélange qui existait, c'est-à-dire qu'on pouvait quand même être ensemble, et même s'il y avait des incompréhensions, voire des disputes, etc., liées à l'actualité, il y avait quand même la connaissance de l'autre existait. Mais ce que vous dites, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus possible, selon vous, d'être ensemble ? Et ce que je constate, moi, plus récemment, évidemment, ça existe toujours, heureusement, mais ce que j'ai constaté, notamment avec mon 2e documentaire, dans lequel j'ai suivi des jeunes qui ont fait un projet, justement, de jeunes juifs et musulmans qui sont allés sur le terrain, exactement, de l'association SOS Racisme. C'est un projet, donc le projet Salam Shalom Salut. On va en parler après, Et donc, quand je les ai suivis et qu'on est allé un petit peu partout, dans les collèges, dans les lycées, dans les centres de quartier, ce qui m'a vraiment frappée, c'était que là, on a basculé dans une absence totale de rencontres. Des jeunes qui disent n'avoir jamais rencontré un juif de toute leur vie, ou de l'autre côté aussi des jeunes juifs en école confessionnelle qui disent n'avoir toujours évolué que dans un milieu communautaire. Et ça, je crois que c'est peut-être la pire des choses qui nous guette, parce que quand on se connaît plus, quand on n'a même pas d'espace pour être ensemble et pour avoir autre chose qu'une image un peu fantasmée, lointaine de l'autre, et voilà, ça laisse la place forcément à beaucoup de préjugés. Alors on va y revenir justement aux préjugés, à la peur de l'autre, justement à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui et qui arrive dans certaines villes, certains villages, certains endroits. Mais j'aimerais juste qu'on revienne sur le terme guerrière pour la paix. Guerrière signifie donc que ce sont des femmes. Pourquoi avoir choisi les femmes ? Est-ce que vous pensez que ce sont elles qui peuvent peut-être, plus que les hommes, faire bouger les lignes ? Et pourquoi ? Oui. Alors, pour vous raconter un petit peu d'où vient ce terme, les guerrières de la paix, c'est le titre de mon premier documentaire qui raconte donc le combat de femmes palestiniennes et israéliennes engagées dans un mouvement qui s'appelle Women Wage Peace, qui est un mouvement pour la paix.
Quand on a créé cette association en France, c'était dans un contexte de grande tension, juste avant les dernières élections présidentielles. On était toutes saturées de clash sur les plateaux télé, bref, on était dans un climat quand même assez étouffant. Il y avait eu aussi un moment où justement le conflit israélo-palestinien s'était embrasé et où de nouveau sur les réseaux sociaux c'était très tendu, tout le monde était dans des posts, dans des appels à la haine, etc. Et donc on s'est retrouvés avec un groupe de femmes et on a décidé, au début c'est parti d'une tribune qui a été publiée dans Le Monde à l'époque, dans lequel on appelait justement à l'arrêt de cette instrumentalisation, de cette mise en opposition. On disait qu'on avait envie de porter collectivement une autre voix, une voix plus tolérante, qui accepte l'autre, qui accepte ses différences et qui surtout accepte de débattre avec l'autre. Et donc, quand on a décidé ensuite de constituer une association et un mouvement, on a choisi de rendre hommage à l'engagement de ces femmes israéliennes et palestiniennes. On s'est dit que si elles, qui vivent un conflit dans leur chair depuis des années, réussissaient à se parler, on devrait pouvoir le faire en France entre nos communautés. Donc c'est de là qu'est partie cette volonté de créer ce mouvement qui depuis a fait un petit chemin puisqu'il a seulement 1 an. Et pour votre deuxième question, à savoir pourquoi les femmes, je crois que les réponses sont nombreuses. On a d'ailleurs sans doute pas toutes les mêmes réponses, mais ce qui nous paraît important, notamment dans cette volonté de recréer un dialogue, c'est de repartir un petit peu, c'est-à-dire aujourd'hui on n'arrive plus à se parler parce que tout le monde est un petit peu dans des concepts, est-ce qu'on est antiraciste, universaliste, intersectionnel, etc. Enfin, il y a beaucoup de concepts sociologiques, idéologiques qui nous enferment et qui nous empêchent de nous parler. Or, si on se détache de la simplicité tout simplement du rapport du lien humain. Exactement, du rapport du lien et surtout du concret de la vie, de nos quotidiens, de nos préoccupations quotidiennes. Et quand on revient un petit peu vers soi, et en fait, pas vers soi, tourner vers son nombril, mais justement vers notre intime, je pense que c'est comme ça qu'on peut justement entendre l'autre, le rencontrer, parce qu'on se rend compte qu'on a énormément en commun. Et moi, c'est ce qui m'a frappée quand j'ai suivi ces femmes de Women Wage Peace, c'est à quel point finalement cet intime est universel et permet un échange nouveau, une écoute nouvelle que ne permettent plus aujourd'hui les débats politiques qui nous enferment un petit peu et nous empêchent de nous écouter réellement. Est-ce que finalement, ce que vous ressentez au quotidien, est-ce que vous ressentez maintenant depuis un petit moment, puisque vous disiez que même quand vous étiez jeune, c'était des tensions qui étaient là, très présentes, beaucoup plus aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression aussi que tous les jeunes dont on parle, ceux qui ont entre 18 et 25-30 ans aujourd'hui, finalement ont très envie de cette paix, ont très envie de ce dialogue, mais se sentent confrontés à une masse globale d'angoisse, d'incertitude, liée probablement aussi à une société en conflit, une société qui est un peu exsangue par l'inflation, par la pandémie et par plein d'autres choses qui dépassent finalement le propre problème de la religion ou des religions. Tout à fait. Moi, c'est ce que je crois. C'est ce que je crois, et pas seulement ce que je crois, c'est ce que je constate vraiment concrètement sur le terrain. Il y a un désir, une soif énorme de fraternité, particulièrement dans la jeunesse. Il y a vraiment une curiosité de l'autre et un désir de rencontre, de débat qui est énorme. Et c'est pour ça que quand on va sur le terrain, effectivement, on n'est pas dans l'angélisme, on se rend compte de l'ampleur des préjugés, de la méconnaissance des uns et des autres. Et on se rend compte effectivement qu'il y a énormément de travail, mais on se rend compte aussi que dès qu'on commence à faire un tout petit peu ce travail, toutes les barrières tombent et que d'un coup, ce que les jeunes sont capables d'exprimer, de faire, c'est absolument bouleversant et ça nous emplit d'espoir. Alors justement, les barrières qui tombent, les discussions avec les jeunes, c'est ce que vous faites aussi avec le Shalom Salam Salut Tour. Vous le réalisez vous-même maintenant à votre tour, puisque vous allez dans les établissements en leur montrant votre film, oui. Parler avec les jeunes, raconter ce qui se passe, raconter aussi ce que vous avez vu, vécu, et puis peut-être rapporter les propos de tous ces jeunes et ces femmes et ces hommes qui vivent ailleurs et qui vivent aussi ces conflits finalement religieux et qui ne sont pas les conflits qu'ils aimeraient vivre au quotidien. Oui, tout à fait. Alors pour être très précise, le tour Salam Shalom Salut, qui a été initié par l'association SOS Racisme, c'est ce que j'ai suivi dans mon premier documentaire. Eux continuent par ailleurs à organiser des rencontres, des débats, des mobilisations sur le terrain. Et il y a donc le documentaire qui a raconté la première édition
de ce projet, de ce mouvement qui a été initié par ces jeunes, qui avaient choisi pour cette première édition de se concentrer sur la relation entre juifs et musulmans, parce qu'ils considéraient que, justement, ces deux communautés, toujours présentées comme des ennemis, etc., cristallisaient énormément de tensions, et qu'en partant de là, de ce nœud-là, on pouvait ouvrir un débat nouveau. Mais aujourd'hui, ça a évolué, ils ont décidé de s'adresser à toutes les communautés dans notre pays, à toutes les identités. Donc la campagne d'impact que moi je fais avec le documentaire, c'est évidemment ça nourrit, c'est des choses qui se nourrissent, mais c'est pas complètement le tour Salam Shalom Salut qui a continué qui continue encore aujourd'hui. Et donc ce qu'on fait avec cette campagne d'impact, c'est donc qu'on utilise le film comme outil, comme point de départ pour ouvrir une discussion. Ce qui est très efficace en fait dans ce documentaire, c'est que comme c'est la parole de la jeunesse, c'est une parole très cash, très spontanée, d'ailleurs parfois un peu déroutante, parce qu'il n'y a pas de filtre, il y a des choses parfois, voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est très efficace parce que quand les jeunes voient ce film, déjà, ils s'identifient tout de suite aux jeunes qui portent le projet, ils ont envie de réagir, envie de parler, ils se censurent pas, ils n'ont pas peur, pas honte de leurs paroles. Et donc, effectivement, ça donne lieu à des échanges qui sont passionnants et sincères. Alors, échanges passionnants, sincères, mais évidemment aussi durs, peut-être aussi qui peuvent choquer. Comment vous arrivez justement à gérer ces tensions éventuelles qui peuvent naître au sein d'une classe ? Alors, j'ai appris à le gérer parce que moi, je n'ai pas de formation, je vais jamais... je suis réalisatrice, donc j'arrive aussi avec ma propre sensibilité. Il y a des fois, évidemment, je peux entendre des choses qui me heurtent, etc. Et donc, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des interventions qu'on a fait dans les classes. C'est vrai qu'en fait, très souvent, même quand au début... il y a des mots qui sont dits, il y a des paroles qui peuvent être un petit peu... qui peuvent nous choquer ou voire nous blesser. Ce qui est toujours le cas, et pour le coup, ça vraiment, c'est pas pour être dans l'angélisme, c'est vraiment réel, c'est qu'il y a réellement un avant et un après. C'est-à-dire que quand bien même le début de la conversation serait un peu houleux, serait un petit peu tendu, ça finit toujours bien. Ça finit toujours bien, et souvent, les jeunes viennent même à la fin me voir, nous dire merci d'avoir été là, on voyait pas les choses comme ça, si on a été maladroit, on voulait pas... Enfin voilà, il y a toujours cette remise en question, et donc on se dit... Évidemment que ce travail, il faut le faire, évidemment qu'il est efficace, et puis voilà, ça marche, quoi. Alors, on a évidemment en tête tous énormément de drames ici en France, à Paris en particulier, mais en France aussi. On pense à Nice, on pense à Charlie Hebdo, on pense à Bataclan. Quand vous parlez avec des jeunes et que l'on parle des caricatures, par exemple, évidemment, certains, et la plupart d'ailleurs, condamnent les assassinats, bien entendu, mais quand même jugent offensant ces fameuses caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes ? Alors, pour le coup, nous, c'est pas sur ce sujet-là spécifique de la question de la liberté d'expression, de la laïcité, etc. Il n'y a pas du tout... nous, en tout cas, avec À votre tour, on parle vraiment des discriminations, de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et on ne va pas vraiment sur ce volet-là, parce que c'est pas ce que le film aborde. Donc, j'ai pas eu l'occasion, moi, d'avoir ce type d'échange avec des jeunes. Mais je sais que ça peut exister, que c'est des débats qui existent, que des professeurs, d'ailleurs, font un travail de pédagogie essentiel sur ces sujets. Mais nous, on se concentre vraiment sur la question de la relation entre les différentes communautés dans notre pays, sur la question des tensions qui existent, des préjugés qui existent. Et c'est ça, essentiellement, l'objet de nos débats. Si on parle d'antisémitisme, le préjugé par rapport à Israël et les Juifs, toujours, est là, latent. Oui, constant. Tout à fait, ça revient très souvent, mais pas que. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses très différentes. Il y a le conflit israélo-palestinien qui revient très souvent. On le voit d'ailleurs dans le documentaire, c'est un sujet qui revient régulièrement, mais pas seulement. Il y a vraiment aussi des questions, par exemple, tous les fantasmes sur les Juifs et le pouvoir, les Juifs et l'argent... sur cette idée que dans notre pays, les Juifs seraient plus privilégiés, plus protégés. Ça, c'est quelque chose que j'entends énormément. Toujours et encore. À l'époque des réseaux sociaux, à l'époque où justement on a une pluralité finalement de l'offre, entre guillemets, d'informations, alors fausse ou vraie, le problème de l'intox et de l'info, mais on a encore ce type de discussion, ce type de Oui, tout à fait, c'est dialogue. Des discussions. Moi, en tout cas, de toutes les rencontres qu'on a faites, je crois que la chose qui revient le plus souvent et qui est, selon moi, peut-être la question qui cristallise le plus de tensions, y compris chez les jeunes, c'est la question de la concurrence des souffrances et des mémoires.
Cette idée selon laquelle certaines souffrances ne seraient pas reconnues, qu'on ne parlerait pas assez de la haine des musulmans, du racisme, etc., qu'il n'y en aurait que pour les juifs, etc. Ça, c'est quelque chose que j'entends énormément dans les classes. Et qu'est-ce que vous répondez par rapport, par exemple, à l'esclavage, effectivement, aussi? Et ben, ce qu'on répond, ce qu'on leur répond, c'est que évidemment, il faut continuer de se battre pour la reconnaissance de tous les génocides, de tous les drames qui ont existé dans notre histoire. Et sur ce point, on a encore aussi un chemin à faire en France pour que cette reconnaissance soit à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Mais qu'en revanche, il n'y a pas des mémoires qui occultent les autres ou qui prennent la place des autres. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour toutes les mémoires, il y a de la place pour ce travail, il faut qu'on le fasse collectivement. Et il ne s'agit pas de mettre en concurrence ou de mettre dans une balance les souffrances et les mémoires. Et voilà, donc c'est ce qu'on répond. Ce qu'on répond, c'est qu'on ne pourra jamais trop parler de la Shoah, ni des crimes antisémites, etc. Mais qu'en revanche, il faut continuer de se battre pour la reconnaissance de tous les autres drames qui ont marqué notre histoire, et y compris pour qu'on dénonce avec force le racisme qui existe aujourd'hui dans notre société. Donc voilà, c'est ce qu'on leur répond. Lorsque vous intervenez justement dans ces classes, dans ces collèges, ces établissements, ces lycées, est-ce que vous avez avec vous un professeur d'histoire ou un professeur d'éducation morale et civique avec vous? Ça dépend. C'est en général, tout le temps, en fait, quand c'est dans des établissements scolaires, il y a souvent un professeur qui accompagne. C'est souvent d'ailleurs les professeurs qui nous demandent de venir dans la classe, et donc c'est une démarche de la part de l'enseignant. C'est pas que des professeurs d'histoire et d'éducation civique, il y a aussi des professeurs de français, par exemple. Récemment, ça a été le cas. Il y a même une professeure d'anglais avec laquelle on a fait un travail intéressant. Donc c'est souvent, oui, on est accompagné de professeurs. Parce que c'est une façon aussi de créer un échange avec, par exemple, je disais, un professeur d'histoire, lorsque les enfants, les élèves parlent de ces périodes qui sont peut-être moins évoquées que d'autres. Je pense en particulier, effectivement, par exemple, avec la sortie du film des tirailleurs sénégalais, joué par Omar Sy, ça a fait toute une polémique qui était peut-être souhaitable pour justement pouvoir faire émerger quelque chose. Alors une mauvaise polémique d'un côté, mais souhaitable dans le sens qu'on a quand même pu parler de ces périodes de l'histoire qui sont peut-être un peu oubliées. Et donc, à ce moment-là, est-ce que c'est une façon pour aussi le professeur d'histoire de pouvoir échanger davantage et différemment avec les élèves, grâce à vous? Bien sûr, je pense que justement, nous, le travail que font les enseignants au quotidien et sur le terrain, c'est un travail extraordinaire, admirable, et qui devrait d'ailleurs être beaucoup plus reconnu qu'il ne l'est actuellement. Moi, je le dis toujours, que ce soit les éducateurs dans les quartiers ou les enseignants, c'est vraiment des véritables héros du quotidien. Et c'est eux, finalement, qui tiennent, qui sont encore ceux qui transmettent les valeurs, etc. Donc on ne se substitue certainement pas à leur travail, et on va encore moins faire mieux que ce qu'ils font. L'idée, c'est vraiment d'apporter quelque chose de différent qui leur permette d'avoir un outil supplémentaire pour aborder justement toutes ces questions à travers un autre prisme, qui est cette fois un prisme beaucoup plus cash, spontané, d'une jeunesse, etc., qui s'exprime avec ces mots. Et donc voilà, donc ça nourrit le travail que eux-mêmes initient dans leur classe, et c'est un outil supplémentaire qui aborde les choses de façon un petit peu différente. Alors peut-être aussi qu'il y a toujours cette histoire de méconnaissance de l'autre. Quand on a peur de l'autre, on ne sait pas qui il est, toujours on est réfréné dans ses envies, dans ses volontés d'échange. Cette peur, cette méconnaissance totale de l'autre, vous racontez même que certains juifs, finalement, n'ont jamais fréquenté de musulmans, et inversement. Mais ça a été le cas pour vous quand vous étiez dans le 20e à Paris, où vous disiez j'étais presque la seule juive de mon groupe d'amis. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces établissements où c'est rarement très brassé, malheureusement, est-ce que finalement vous vous retrouvez confronté à la même situation, c'est-à-dire des élèves qui ne se connaissent pas? Oui, ça s'est même dégradé finalement ces dernières années. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, moi, j'étais la seule juive, mais j'étais là. Et il y avait quand même quelques juifs dans mes établissements scolaires qui étaient mélangés avec les autres élèves de toute confession, etc. On crée des ghettos aujourd'hui, encore plus qu'avant? Selon vous? En fait, de plus en plus, il y a une réalité qui est aussi que de plus en plus, notamment dans certains quartiers populaires, etc., les juifs vont en école confessionnelle. Après, il y a des profs qui nous disent que ça fait quelques années qu'ils n'ont plus d'élèves juifs dans leur classe. Ça, c'est une réalité qui existe dans notre pays. C'est dangereux, selon vous, le communautarisme? Moi, je pense que oui, effectivement, c'est pas. Ce qui est dangereux, c'est l'absence de connaissance possible de l'autre et de rencontre. Ça, c'est que les gens aient un niveau de pratique différente les uns des autres, qu'ils souhaitent avoir des espaces communautaires où se retrouver, etc.
Ça, je pense qu'ils ont totalement le droit. En revanche, s'il n'y a plus de lieux collectifs et d'espaces de rencontre, et si on n'a plus la possibilité de rencontrer l'autre aujourd'hui à l'adolescence, etc., d'avoir des potes de toutes origines, de les connaître, bah ça, effectivement, je pense que c'est très dangereux. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire, ce qu'essayent de faire les jeunes du projet Salam Shalom Salut, et ce qu'on essaye de faire avec cette campagne d'impact, c'est de recréer des espaces de rencontre. C'est-à-dire pas seulement de débattre avec des communautés, chacune dans leur coin, mais de faire en sorte qu'ils se rencontrent et qu'ils créent des projets ensemble, et que ce projet donne l'occasion de nouvelles rencontres. On a compris à quel point vous étiez engagé, ce depuis longtemps. Ça a commencé quand exactement, votre engagement? La première fois que vous vous êtes dit non, c'est pas possible, je peux pas laisser passer. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment de vraie bascule? Je sais pas, je crois que c'est vraiment le parcours d'une vie, en fait, avec plusieurs événements que j'ai évoqués. Effectivement, dans les années 2000, je crois qu'il y a eu quelque chose qui m'a particulièrement, moi, et blessée, et révoltée, et donné envie aussi de montrer aussi le positif qui existe, parce que je crois que c'est aussi ça le sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces initiatives, comme celles de ces jeunes ou comme les femmes de Women Wage Peace, c'est des initiatives qu'on entend trop peu, qu'on voit trop peu, qui devraient avoir beaucoup plus de place. Là, je vous remercie, puisqu'on est sur un plateau télé et vous en parlez, mais je veux dire, il faudrait qu'on en parle beaucoup plus, parce qu'à force de mettre la lumière que sur ce qui nous divise en permanence, on entretient aussi cette situation. Or, il existe, heureusement, même s'il en faudrait plus, mais il existe des projets, il existe des jeunes engagés qui se battent pour des valeurs formidables, qui le font avec conviction, avec courage. Et c'est surtout ça, cette volonté de mettre en lumière. Et je crois que le point de départ, en tout cas, de se dire je ne suis pas juste moi-même engagée avec mes proches, ma famille, mes amis, j'ai des débats enflammés, etc. Mais je vais, par la réalisation, essayer de mettre la lumière sur ces projets. Elle est venue de ce constat-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai vu les premières fois les marches de ces femmes israéliennes et palestiniennes, c'était des images sur les réseaux sociaux qui étaient prises avec des téléphones. Et j'étais bouleversée par ces images. Je me disais, il est en train de se passer quelque chose d'incroyable. Et j'ai cherché partout un relais médiatique de cette initiative, et j'en ai pas trouvé. Et ça a été ça l'impulsion. Ça a été de se dire, mais puisque personne n'en parle, je vais y aller, et il faut le faire. Voilà. Merci beaucoup, Anna Assouline, d'être venue sur le plateau du Grand JT nous parler de votre engagement. Je rappelle que vous êtes présidente des Guerrières pour la paix. Je vous conseille vivement d'aller voir ce que propose Anna Assouline et votre engagement, ainsi que les divers documentaires que vous avez réalisés. Merci infiniment. Merci de m'avoir reçue. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Bertrand Perrier. Bonjour. Bonjour. Je devrais dire bonjour maître, vous êtes avocat, spécialiste des mots et de l'art oratoire. Vous avez sorti de nombreux livres qu'on peut retrouver évidemment, dont le très célèbre « La parole est un sport de combat », sorti aux éditions Lattès. Alors on va bien sûr parler du jeu pour lequel vous êtes venu. Ça s'appelle la boîte éloquence. Mais avant cela, je ne peux m'empêcher forcément de vous questionner sur l'actualité. Une actualité riche, grande. Je ne sais même plus comment donner le bon adjectif pour ça, parce que c'est tellement compliqué. Mais si la parole est un sport de combat, nos politiques ont-ils tous quitté le ring ces derniers temps, pour l'interrogation? En réalité, ils ont tous regagné le ring, et le débat est devenu une espèce de catch généralisé sous l'impulsion de la société du spectacle. En réalité, le débat a été dégradé par l'irruption du spectaculaire, des réseaux sociaux, du bruit ambiant, où il faut être toujours plus fort, toujours plus radical pour passer la rampe. Et là, vous les trouvez tous éloquents, puisque c'est le terme. Je les trouve cacophoniques et spectaculaires, ce qui ne signifie pas qu'ils sont éloquents. Je trouve qu'ils font beaucoup de bruit pour pas grand-chose dans le débat d'idées, et que l'on a tout sacrifié finalement à la polarisation, à l'hystérisation, alors que le débat d'idées suppose une confrontation qui, c'est vrai, n'est pas très spectaculaire, mais qui est le sel de la démocratie. Mais ils ne sont pas censés donner l'exemple, justement, à tous les jeunes que vous rencontrez lorsque vous parlez d'éloquence? C'est bien ce que disent les jeunes sur leur désarroi à l'égard de la politique, en disant « mais si c'est ça, on veut autre chose, on est plus exigeant que cela, sur des sujets lourds, évidemment la réforme des retraites, bien sûr, qui engage leur avenir, mais au-delà, la question de la parité, la question de la laïcité. » Quand on va en Seine-Saint-Denis avec les camarades d'Eloquentia, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est que l'on débatte des violences policières, qu'on débatte des inégalités sociales,
pas que l'on fasse des clashs pour des clashs. Mais vraiment du débat, c'est-à-dire que des pour et des contre. Oui, il ne s'agit pas d'être tous alignés dans nos pensées. Et de penser que les flics sont tous méchants, on n'est pas là-dedans. Non, pas du tout. Au contraire. Ils sont beaucoup plus nuancés qu'on ne le croirait. Et ce sont en réalité nos politiques qui caricaturent le débat. Les jeunes gens sont beaucoup plus nuancés, engagés, c'est vrai, mais ils détestent par exemple la notion de fake news, c'est-à-dire le mensonge assumé, ce qui est la mort du débat. Vous parlez de fake news, c'est très intéressant puisque effectivement, alors vous venez de présenter cette boîte, la boîte Éloquence, et on va y venir tout de suite. Mais aussi, vous êtes, je le disais, avocat. Donc forcément, pour nous qui sommes de simples citoyens, n'est-ce pas Guillaume ? Oui. Évidemment, on se pose la question de savoir comment toujours parler aux plus jeunes et leur parler de désinformation et d'information, de parler de la manière dont on va aller vérifier une information, et encore plus lorsqu'on est journaliste. Comment vous arrivez à parler de cela avec ces jeunes et à leur dire, moi je suis avocat, certes, mais avant cela, des années pour pouvoir comprendre la démarche. Oui, alors après, ça vous appartient aussi, l'éducation aux médias et à l'information, comment recouper, comment trier, comment distinguer un média colporteur de fake news d'un média dont les informations sont vérifiées, comment faire le tri entre l'objectivité et la subjectivité, comment apprendre aux jeunes à se faire une opinion, à se forger une idée, mais ils sont très demandeurs de ça. Ils en ont vraiment assez qu'on les embrigade, qu'on les prive d'une pensée libre, et ils sont très en demande de pensée et d'engagement. Mais qui doit justement amener cela? C'est à l'école qu'on doit l'apprendre, c'est à la maison, c'est par des centres, c'est par Éloquentia notamment ce que vous avez. Comment est-ce qu'on peut donner justement la parole à ces jeunes et surtout voilà, tout ce que vous venez de dire en fait tout simplement? Tout le monde concourt à ce travail collectif de légitimation de l'information, parce qu'il y a toujours un doute, évidemment. On dit, ah, mais tel journaliste, il est payé par un tel journaliste, il est dans le camp d'un tel. Et ça, c'est évidemment terrible pour l'information. Donc, il faut que chacun s'y mette, vous les journalistes, mais aussi les enseignants, qui amènent à une réflexion sur l'actualité. Les jeunes, parfois, sont un peu à l'emporte-pièce. Ils répercutent ce qu'ils ont entendu à la maison. Et donc, on essaye, nous, à Éloquentia, de les amener vers une pensée libre et autonome, mais aussi rigoureuse. Et justement, Éloquentia, est-ce que vous avez de plus en plus de jeunes qui viennent aujourd'hui pour passer ces concours et vous qui êtes formateur, est-ce que vous rencontrez un peu des jeunes de partout, en fait, de tous horizons? Alors oui, bien sûr, il y a plus en plus de jeunes, et surtout, peut-être que ça va vous surprendre, de plus en plus de jeunes femmes. Au début, c'était assez paritaire, et je constate depuis quelques années l'afflux extraordinaire de femmes à Éloquentia, dans ces quartiers en Seine-Saint-Denis un peu difficiles, stigmatisés, où on va porter la parole en public, parce qu'on sait que c'est un marqueur social. Hein. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. On sait très bien qu'on se juge les uns les autres dans un entretien d'embauche, dans un entretien de stage, dans toute forme de situation sociale, sur notre capacité à exprimer nos idées. Et les jeunes femmes ont compris que c'était une voie d'émancipation extraordinaire, la maîtrise des mots. La maîtrise des mots, justement, pour pouvoir justement dire et exprimer ses pensées. Alors, cette boîte Éloquence, venons-en au fait. C'est plus ludique. Plus ludique. La parole est un sport de combat, sorti chez Marabout. Dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va y trouver? 6 catégories de questions. Oui, alors en fait, j'ai appris ça quand on m'a proposé de créer ce jeu. Vous savez, c'était pendant le confinement. Pendant le confinement, il y avait 2 activités. Il y avait faire des jeux de société et faire son pain. Alors, moi, je n'ai pas fait mon pain, mais j'ai eu l'idée de créer ce jeu de société parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun jeu de société sur la prise de parole en public. Et je crois que la prise de parole en public, ça fait peur. Et tout ce qui dédramatise est bien, notamment le jeu. Et donc, j'ai appris que dans tous les jeux, il y avait 6 catégories. Il y a 6 catégories au Trivial Poursuite. Il y a 6 catégories. Il y a toujours 6 catégories. Et donc, on m'a dit, bah voilà, il faut 6 catégories. Donc, j'ai imaginé 6 catégories avec 40 cartes dans chaque catégorie. Et sur chaque carte, 3 situations de prise de parole en public. Vous avez grosso modo 700 occasions de prendre la parole là-dedans. Alors après, on peut jouer selon les règles ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc évidemment, la première catégorie, c'est la plus évidente, c'est les débats. Donc vous choisissez un débat de société, je prends au hasard, vous êtes pour ou contre, tiens, l'énergie nucléaire, le bizutage, le véganisme. On va choisir un sujet et on va en débattre. J'en prends une au hasard. Vous êtes pour ou contre le vote obligatoire, la suppression de l'ENA, c'est déjà fait, et les soirées déguisées. Donc ça, pour ou contre. Et alors, j'ai des réactions très amusantes d'amis qui me disent mais tu sais, mon mari est d'une mauvaise foi extraordinaire. Je l'ai découvert en jouant avec lui à ce jeu. Donc ça, c'est le premier, c'est le débat de société, assez classique. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qu'on a appelée pitch. Et le pitch, c'est j'ai le début d'une histoire. Je vais vous raconter la fin de l'histoire, mais j'ai 3 mots qui me sont imposés sur la carte.
Si vous trouvez les 3 mots que j'ai placés de force, eh bien vous avez gagné. Sinon, c'est que j'ai été habile et que j'ai gagné. Par exemple, je crois que je suis en train de perdre la tête et j'ai 3 mots à caser qui sont déambuler, verrou, casse-tête. Et j'ai 1 minute 30 pour les caser. Voilà, il y a évidemment des mimes, parce que la parole, c'est pas seulement des mots, c'est aussi des gestes. Et donc vous pouvez mimer une fleur qui éclot, un gardien de zoo qui soigne un chameau, et interdire de courir autour de la piscine. Il y a évidemment une catégorie de culture générale sur l'éloquence, parce que l'éloquence, c'est aussi des règles héritées des Romains, de Cicéron, etc. Et donc il m'a semblé nécessaire d'ajouter un peu de culture générale, un peu de plaidoirie, parce que c'est mon métier. Virginie, vous voulez plaider pour ou contre Dracula, Hannibal Lecter ou Homer Simpson? Ah bah Homer Simpson, Eh évidemment. ben Homer Simpson, très bien, on plaidera pour ou contre, et je requerrai contre l'horrible personnage qui est Homer Simpson, qui a changé de voix parce qu'il était impopulaire ou moins populaire que d'autres dans Mais la parce série. qu'il voulait se donner une contenance, cher ami. C'est pas du tout, pas du tout. Mais bien sûr, mais Homer Simpson est un type formidable, il est acquitté. Et puis, vous avez la dernière qui est sous contrainte, qui est un peu un pot pourri. Par exemple, est-ce que vous voudriez enregistrer en 30 secondes le message téléphonique d'une bonne sœur, d'un disque jockey ou d'un lord anglais? Voilà, tout ça, c'est pas grand-chose, mais c'est juste des occasions en famille, entre amis, de dédramatiser la prise de parole, de se donner des petits défis amusants. Alors justement, quand vous dites c'est pas grand-chose, c'est là où ça devient intéressant. Comment savoir si ce que je défends est bien, si ce que je dis est intéressant? Est-ce que finalement, ce qui prévaut, c'est la forme plutôt que le fond? C'est le fait de vouloir parler, débattre, essayer de trouver les mots? Ou est-ce que c'est important ce que l'on va raconter? Les deux comptes, vous savez, on dit toujours que Je parle dans ce jeu, évidemment. Hein. Non mais évidemment dans ce jeu d'abord, c'est une occasion de jouer, c'est une occasion de s'amuser en famille pour dédramatiser la prise de parole et se dire que au moment où un jour on aura à prendre la parole pour un emploi, pour un engagement, etc., ce sera important et on l'aura déjà fait, même dans un jeu. Vous savez, au Moyen-Âge, on organisait des joutes. C'était l'occasion de s'entraîner à la guerre en temps de paix. C'est un peu pareil, un jeu sur la prise de parole. C'est s'entraîner à prendre la parole en famille, entre amis, il n'y a pas de drame. Vous On parlez peut être de au siècle mauvaise des foi. Lumières, c'était pareil. On peut être dans l'excès, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que on passe la barrière de « allez, je vais oser le faire ». Oui, mais alors attendez, parce que quand même, les thèmes qui sont proposés sont quand même des thèmes d'importance, ou en tout cas des thèmes de culture générale. Encore faut-il effectivement pouvoir les maîtriser. Lorsqu'on parle, par exemple, du Sénat, lorsqu'on parle, je ne sais pas moi, j'ai vu, je vais reprendre les thèmes proposés dans le pour ou contre, par exemple. Alors là, je suis sur la fessée, le mariage et les sondages. Bon, bizarrement, ça tombe sur moi. Mais enfin... C'est par hasard. Ou voilà, ou la réouverture des maisons closes. Je ne sais pas pourquoi. C'est le nouveau thème ce soir. Une série de cartes. Voilà. Le politiquement correct ou la discrimination positive. Encore, faut-il pouvoir maîtriser justement ces thématiques-là. Et c'est peut-être là où effectivement, on va se poser la question de savoir est-ce que je me lance ou je me lance pas. C'est compliqué aussi pour ces jeunes qui ne maîtrisent pas, non? Oui, mais justement, on le fait en famille, on ne le fait pas seul, on le fait avec des C'est parents. peut-être pire, non? Non, parce qu'on se connaît. Et donc, il n'y a pas d'enjeu. En réalité, on s'en moque de savoir qui gagne la carte. C'est peut-être l'occasion pour un parent d'expliquer à un enfant ce que c'est que la discrimination positive, ce que c'est que le Sénat, ce que c'est que d'être de bonne foi, ce que c'est de vouloir gagner à tout prix. Et ça, c'est terrible aussi dans le débat. Ces gens qui veulent absolument gagner, non pas un combat d'idées, mais quasiment un combat de personnes. Et ça, c'est aussi l'idée de faire redescendre la pression et de se dire que on va échanger des idées et il ne s'agit pas que la fin autorise tous les moyens. Ça n'est pas vrai. On ne peut pas autoriser la bonne foi ou le mensonge. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans une des cartes pour ou contre, là, celle sur laquelle je tombe, choisissez donc un sujet et une position pour ou contre. Donc, on n'a pas le choix. Il faut choisir une position. L'équipe adverse soutiendra l'autre position. Donc, elle-même n'a pas le choix, effectivement. À tour de rôle, chaque équipe énonce un argument en faveur de sa thèse. La dernière équipe qui trouve un argument a gagné. Je trouve que dans ces temps un peu compliqués dont on parlait au tout début, notamment en politique, c'est pas mal de se dire à un moment, peut-être que si on est contre ou pour la NUPES, à un moment ou l'inverse, par exemple pour le RN, on va peut-être trouver les arguments pour et contre dans la vie. C'est aussi ce que vous tentez de générer aussi chez les jeunes? Oui, c'est l'idée de prendre position. Ça n'exclut pas une forme de nuance, mais on est plutôt pour ou plutôt contre. Et donc, après, il y a une dimension ludique dans ce jeu qui fait que nécessairement on va caricaturer peut-être un tout petit peu, mais je crois que c'est aussi une formation à l'esprit critique. Qu'est-ce que je pense de cela? Puisque celui qui tire la carte va choisir d'être pour ou contre. Et donc, il va devoir s'interroger finalement, est-ce que je suis plutôt pour ou contre l'euthanasie? Est-ce que je suis plutôt pour ou contre Tintin? Est-ce que je suis plutôt pour ou contre tel ou tel sujet de société? Et c'est aussi un mouvement d'introspection de se dire, allez, de bonne foi, est-ce que je suis plutôt pour ou contre? Mais est-ce qu'on arrive aujourd'hui encore à nuancer? Parce que j'ai l'impression que dans le débat aujourd'hui, c'est pas compliqué, il y a deux cases, hein, c'est pour ou contre. Vous parlez de nuance, mais est-ce que la nuance, elle est possible aujourd'hui?
Peut-être que ce jeu a pour objet de montrer qu'il n'y a pas que la polarisation ou l'extrémisme qui permet de débattre et qu'au contraire, on peut débattre sans se battre avec un peu de nuance, un peu de demi-mesure, un peu de rationalité aussi, parce que c'est ce qui manque terriblement dans le débat, c'est la rationalité et de se dire qu'on ne peut pas invoquer tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il y a l'écoute aussi qui joue ? Évidemment. Parce que on voit aujourd'hui les débats, beaucoup parlent, mais est-ce que les gens s'écoutent encore ? Non, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en réalité, dans un débat, qui est le destinataire d'un débat ? Si nous débattons, nous ne sommes ni l'un ni l'autre le destinataire du débat. Je ne vais pas vous convaincre et vous n'allez pas me convaincre. Mathilde Panot ne va pas convaincre Marine Le Pen. En réalité, qui est le destinataire du débat ? C'est le tiers. C'est le tiers qui nous regarde. Et ça autorise toutes les outrances. Et évidemment, ça, c'est vraiment terrible pour le débat et l'honnêteté intellectuelle qui doit présider au débat. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, avec la réforme de Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation, il y a eu l'arrivée du grand oral. Ah, bien sûr. Oui, exactement. Donc, pour nos lycéens, qu'est-ce que vous pensez de ce grand oral, vous qui avez créé cette boîte, la boîte éloquence ? Alors, j'y ai très modestement contribué, donc j'en pense du bien, vous pouvez imaginer. C'est une épreuve assez formidable parce que, pour la première fois, les élèves sont pris pour des adultes. On ne leur demande pas simplement de réciter un bout de cours, on leur demande de choisir un sujet librement, de faire des recherches, de ne pas exprimer que des connaissances, mais également aussi une opinion sur le sujet. Donc, c'est une excellente épreuve dont l'élève est moteur. Peut-être qu'à la fin, il connaît mieux son sujet que le jury, ce qui est une révolution dans l'éducation nationale, et puis il est apte à prendre position comme un citoyen. Ce qui manque peut-être, c'est que c'est finalement la seule épreuve qui n'a pas de professeur dédié, qui n'a pas de temps dédié. Les mathématiques, c'est une épreuve, il y a un quota d'heures et des professeurs dédiés à cette matière. Sur le grand oral, chaque professeur est supposé dédier un quota de ses heures à cette formation, sans nécessairement lui-même être un très bon spécialiste de la prise de parole en public, même si, évidemment, ils enseignent par l'oral. Donc, ce sont des professionnels de l'oral, mais certains disent qu'ils sont un peu désarmés face à cette nouvelle épreuve, et je pense que la prochaine étape pour le grand oral, c'est précisément d'avoir des heures dédiées et des professeurs spécialement formés. Spécialement formés à la technique de prise de parole, c'est ce que vous avez vu et vécu lors de vos études de droit ? Ah oui, alors effectivement, pour nous, c'est très important parce que la plaidoirie est au cœur de notre métier et donc on est formé, mais de façon assez curieuse d'ailleurs. Quand j'ai été formé à la prise de parole, nous, avocats, l'étions par des comédiens et non pas par des avocats. Alors même que c'est quand même un petit peu différent de dire un texte d'un grand auteur comme le font les comédiens et de plaider dans l'improvisation pour quelqu'un qui est derrière vous, dont le destin est entre vos mains. Le destin d'Antigone n'est pas entre les mains des comédiens, il est entre les mains du dramaturge. Alors que devant une juridiction, les avocats participent à la construction de l'histoire. Donc ce sont deux choses un peu différentes, mais bien sûr que c'est important. Vous savez, il y a une statistique qui est extraordinaire. Quand vous parlez pour la première fois à quelqu'un, il vous a jugé au bout de 7 mots. C'est-à-dire que vous dites à quelqu'un 7 mots et il vous a déjà mis dans une catégorie socio-professionnelle avec une marge d'erreur inférieure au hasard. Et donc, c'est aussi cela à quoi on doit former les élèves. Évidemment, c'est très important pour eux, pour les premiers rendez-vous qu'ils auront pour leurs études déjà, puis, à école s'ils souhaitent en faire, et effectivement, premier job. Merci beaucoup Bertrand Perrier d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes avocat, ça on le sait, on le voit, spécialiste des mots et de l'art oratoire, et vous avez vous nous proposez cette boîte éloquence. La parole est un sport de combat, paru chez Marabout. On peut jouer de 4 à 12 personnes, voilà, avec toutes ces et catégories. à tout âge. Et à tout âge, oui, je le vois, effectivement, en plaidoirie, sous contrainte, pour ou contre, enfin bref, un jeu très sympa et qui nous permet de travailler l'éloquence. Merci à vous d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, elle reçoit le chef pâtissier Yazid Hichemraen. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, pâtissier. Tu le disais, depuis l'âge de 3 ans, c'est le seul métier que tu as toujours voulu faire, ou tu as eu des moments où tu t'es vu faire autre chose ? J'ai eu des moments où j'ai été très passionné par la boxe, notamment, parce que j'en fais depuis quelques temps. Et j'aurais voulu être soit sportif de haut niveau, soit pâtissier. Je fais des gâteaux parce que c'est le seul truc que j'arrivais à faire. C'est pas incompatible les deux ? Pas tout à fait, non. Je fais peut-être 10 heures de sport par semaine et pourtant je suis pâtissier. On mange pas tout le temps quand on est pâtissier ? Non. On ne doit pas goûter ce qu'on fait. Je goûte,
Mais au même titre qu'un sommelier, je recrache beaucoup. Non. Ouais. Bah, tu peux pas, sinon, tu sais, à 8h du matin, 6h, quand tu goûtes de la vanille, du beurre, du sucre, des acidités, des amertumes, c'est assez compliqué. Tu dis que les débuts n'ont pas été faciles. Tu te levais, tu prenais le train à 5h. Ouais. Tu arrivé à 7h, Ouais. gare de l'Est à Paris. 2 heures de train tous les jours, de Troyes à Paris, Paris 3. Parfois, il m'arrivait de louper le train, donc je dormais dehors. J'étais à Paris. Ça, c'était à quel âge? Ça, c'était 14 ans à 16 ans. 16 ans? 16 ans, ouais. Et je faisais des fugues de mon foyer, des sorties non autorisées pour aller travailler, pour apprendre un métier. Mais pourquoi? Parce que le foyer ne voulait pas que j'aille travailler à Paris. Ah, ils auraient voulu que l'apprentissage se fasse. Exactement, ouais. À côté, avec des petites boulangeries, pâtisseries. Et j'ai toujours été quelqu'un jonché peut-être par mon ego et mon manque de reconnaissance. Et quand j'attaque un projet, que ce soit aujourd'hui ou même avant, je vise toujours le maximum. Je me contente très peu du minimum. Je devrais apprendre à le faire. Ça rendrait peut-être plus heureux parfois. Mais s'il y avait mon rêve à Paris, même si c'était à 2-3 heures de train tous les jours, je faisais 2-3 heures de train tous les jours. Et comment tu arrives en 2014 avec cette situation où tout s'accélère, puisque tu participes à la Coupe du Monde Ouais, en fait... des desserts glacés. Ouais, j'ai enchaîné les concours. Avant, j'ai fait la Coupe de France, je me suis inscrit à la Coupe d'Europe, j'ai fait beaucoup de concours en France, donc j'étais très passionné. Toujours dans les desserts glacés? C'est ta spécialité? Non, en fait, la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde de pâtisserie glace. Ouais. On a deux, il y a celle de pâtisserie pure au Syrah qui dure 8 heures, et celle que j'ai fait moi, elle dure 48 heures. Donc c'est une autre Coupe du Monde. Et moi, mon vrai métier, mon domaine, c'est la pâtisserie, dans toutes ses formes. Donc la pâtisserie, ça rejoint le chocolat, les glaces, tout un tas de choses, de la confiserie. Et ce qui se passe, c'est que à l'âge de 17-18 ans, je suis entre deux feux. Tu sais, je quitte le foyer, où tout a été difficile, et où du jour au lendemain, je me retrouve... Parce qu'en fait, c'est toi qui décides de partir, ou à 18 ans, tout le monde va partir? Non, à 18 ans, au foyer, merci, au revoir. On s'est occupé de toi. Avec une solution pour ta vie, je veux dire? Pas plus que ça. Ouais. Ils appellent ça un contrat jeune majeur. Ils te mettent dans un appartement et tu choisis une voie. J'allais dire, parce qu'ils ne vont pas te mettre à la rue. Voilà, c'est pas loin quand même. C'est pas loin. Parce qu'on ne t'apprend pas l'infrastructure. Moi, par exemple, la première fois que j'ai fait laver mes affaires, je les ai mis dans le tambour à la machine et je ne savais pas qu'il fallait les laisser soi-même. Donc, 4 jours après, ça sentait le moisi. Je ne savais même pas faire cuire des pâtes. J'ai mis les pâtes sans eau dans la casserole. Ça fait comme du popcorn. C'était un calvaire dans l'appartement. Et en fait, j'ai tout appris tout seul. Et quand déjà tu as vécu une enfance aussi difficile, presque traumatisante, tu arrives à 18 ans, tu te lèves tous les matins pour un salaire de 1100 €. Avec la vie que j'ai eue, tu sais, des fois j'ai été un peu, comment dirais-je, tenté de faire 2-3 petites missions par-ci par-là. Et au final, j'ai continué la pâtisserie parce que c'était encore une fois la seule chose qui me donnait une expression positive. Et j'ai eu de la chance d'avoir ce métier. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, on parlerait même pas, quoi. Et cette Coupe du Monde, alors? La Coupe du Monde, en gros, elle a été amenée parce que j'ai pas eu le choix. Je dis souvent que c'est une grande chance et ainsi de suite, mais j'avais pas le choix parce que c'est un titre qui m'a donné suffisamment de crédibilité pour rêver la vie que je voulais faire plus tard. En fait, aujourd'hui, je fais vraiment tout ce que j'ai rêvé faire quand j'avais 14 ans. Mais si j'avais pas été champion du monde, il y a 95% des choses que je fais aujourd'hui, des contrats que je signe ou alors des boutiques que j'ouvre, qui n'auraient pas pu se faire. Et qu'est-ce qui fait que tu as gagné ce jour-là? Qu'est-ce la particularité? J'ai on va dire, à force de travail, un gros sens artistique. Je suis très passionné par l'art, la mode, la couture dans toutes ses formes, qu'elles soient pour les femmes ou pour les hommes. Et j'observe aussi beaucoup les femmes, parce que je dis souvent qu'elles sont vectrices des nouvelles tendances. Et puis, c'est les premières consommatrices de salon de thé. Et donc, en fait, avec toutes ces sources inspirationnelles, j'ai créé plusieurs sculptures en chocolat, en sucre et en glace. Et puis, ça m'a permis de gagner la Coupe du Monde. Ta force, c'est l'esthétique, alors? Ouais. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Yazid Hichemraen pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika, merci Yazid. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap.
J'ai toujours su que j'allais faire de la musique. Je me suis toujours posé comme question qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait de musique. Et quand on me demandait à l'école en primaire qu'est-ce que tu veux faire comme métier, je disais toujours violoniste, mais si j'avais pas été violoniste, j'aurais fait ceci ou cela. Bon, je réfléchis toujours encore aujourd'hui. Donc vous ne posez pas de questions. Je me posais pas de questions, sur mais cet en tout cas, apprentissage qui est extrêmement aride et ingrat pour un tas de gens. Je n'aimais pas ça. Oui, c'est ça, voilà. Non, j'aimais pas ça. Je le vivais pas forcément très bien, mais j'ai eu la chance quand même de baigner dans un environnement avec des parents quand même plutôt objectifs, plutôt sains, équilibrés. Donc ça a bien fonctionné avec mon père surtout. Je lui décerne la palme du pédagogue. Vraiment. Alors justement, pédagogue, vous l'êtes aujourd'hui. Oui, depuis... Et je crois que ça occupe une place importante. D'ailleurs, peut-être pas dans vos journées, parce que vous faites plein de choses. Je ne l'ai pas dit, vous êtes premier violon solo de l'Orchestre national de France, mais ça, on y reviendra. Mais je crois que ça occupe une place importante dans votre cœur. C'est quelque chose à quoi vous êtes... mais je viens d'être nommée professeur au Conservatoire de Paris. De Paris, absolument. J'ai une classe de violon, donc de 6 heures, donc ce qu'on appelle une demi-classe. Et c'est vrai que là, je suis confrontée à la marche juste avant d'être lâchée dans pleine nature, dans la nature, de la jungle de la musique, et c'est vraiment une sacrée responsabilité, mais c'est vrai que on a ça ou on n'a pas ça dans le sang, je pense. Si on d'enseigner. Ouais, enseigner. Je pense que aimer transmettre, c'est tout d'abord accepter qui on est, parce que personne n'est parfait, et nos propres défauts, il faut les accepter pour pouvoir aider l'autre. Julia, ça a commencé quand cette aventure avec la peinture? Au berceau, à l'âge de 2-3 ans justement, comme le disait Rina? Alors, moi, j'ai toujours aimé peindre et dessiner depuis que je suis petite. Et c'est à 6 ans que j'ai vraiment commencé l'acrylique. C'est-à-dire, à 6 ans, t'as dit à ta maman, maman, c'est bon, j'en ai marre d'en faire à la maison, je veux me perfectionner, je veux passer à l'acrylique. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, c'était la fête des mères. Et on a décidé d'y aller au musée de Picasso, de Pablo Picasso. Ouais. Et à la sortie du musée de Antibes, il y a cette rue où il y a plusieurs artistes qui exposent. Et il y avait José Curti, qui est aujourd'hui mon mentor, qui exposait, qui faisait une démonstration. Une démonstration, une expo, ouais. Et je le regarde et à un moment donné, je lui dis, vous savez, je pense que je préfère vos tableaux à ceux de Picasso. Waouh! Alors attends, je me permets de te couper. Julia, José, une réaction quand même. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là? C'est fou, non? Mais vous savez, j'ai vu dans son regard, elle avait cette envie de peindre. Et c'est magique. Elle m'a séduit en me disant ce genre de choses. Bon, c'est vrai que Picasso, c'est quand même autre chose. Mais j'ai senti qu'elle avait envie de peindre. Voilà, c'était ma première réaction. C'est-à-dire, José, avant même de voir son travail, de voir ses capacités, de voir son talent aussi, il y a cette flamme qu'on peut déceler déjà chez un tout petit? Ben oui, en tout, j'ai eu à peu près 184 élèves. Et je peux dire qu'en elle, elle est particulière, elle est spéciale, elle est géniale, voilà. Et on le ressent dès le début. Ce regard, elle était attirée par la peinture, par les mouvements, et voilà. C'est pour ça que j'ai décidé, avec sa maman, de la mettre dans la peinture. Oh, et c'est parti comme une flèche. On va revenir sur la 15e édition du FIC, parce que 15 ans, ça veut dire aussi 15 ans de médiatisation sur le secteur cyber. Clémence, est-ce qu'il faut faire encore un peu de pédagogie quand même, soyons francs? Oui, quand même. Même si c'est la 15e année, on continue d'en faire. Le FIC, c'est un événement professionnel, donc qui s'adresse à une cible professionnelle, que ce soit des éditeurs de solutions, des dirigeants d'entreprise, des institutionnels. Mais aujourd'hui, dans notre public, on a aussi en fait des PME, des grandes entreprises, des régions qui viennent rencontrer les entreprises qui ont des solutions à proposer, parce qu'aujourd'hui, elles ont besoin de se protéger. Ouais. Donc le visitorat grandit d'année en année, et c'est parce qu'on sent qu'on en a besoin. Oui, et puis il faut toujours le répéter, hein, la pédagogie, c'est l'art de la répétition, surtout en matière cyber. Tout le monde est concerné, grands groupes, PME, individus. Complètement. Je me souviens, la première fois que j'ai dû aller au FIC, c'était pour parler d'open data. Déjà, à l'époque, voir comment ces données allaient potentiellement impacter la sécurité des territoires. Et c'est vrai que là, je l'ai vu grandir, donc. Mais c'est vrai que c'est impressionnant pour moi de voir à quel point,
à la fois le nombre de personnes qui viennent. Ça augmente, c'est super. Alors, j'y vais de temps en temps avec les copains, ça c'est sympa parce qu'on passe des bons moments ensemble, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de se croiser, parce qu'on a des agendas chargés. Donc c'est vraiment aussi l'occasion pour nous, entre nous, de se rencontrer, d'échanger, de voir un peu sur quoi on a pu buter dans l'année, nos clients à quoi ils ont été confrontés. Et tout ça, c'est aussi ça, le FIC. On a d'autres grands événements internationaux et nationaux qui nous réunissent. Mais voilà, là, le FIC à Lille, en plus, on sort un peu aussi de la région de France, ça fait du bien d'être moins centralisé sur la capitale, effectivement, et pouvoir toucher tout un tas de publics qui ont besoin de nos conseils et nos lumières. Je vais vous donner une bonne excuse à tous les jeunes qui nous regardent et qui sont soit mauvais en maths, soit en philo, encore en physique. C'est peut-être pas de votre faute, mais celle de votre professeur. Voilà, on est à fond. Mais voilà, moi aussi j'ai vu ça, je me dis c'est sûr c'est ça. Donc, puisque selon une étude menée par cette chercheuse, donc la voix et le ton des profs influencent la motivation des élèves. Vous nous en dites un peu plus sur cette étude? Mais oui, en fait, ça a été une expérience. Donc, 250 élèves de 10 à 16 ans qui ont écouté la même leçon, mais avec des tons de voix différents. Et le résultat montre que si la voix est criarde ou autoritaire, l'élève écoute moins bien et donc retient moins bien. Donc, il faudrait, pour favoriser l'écoute et l'apprentissage, avoir une voix calme mais ferme. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on ne choisit pas sa voix, mais en revanche, on peut la travailler. Et pour cette chronique, j'ai demandé j'ai beaucoup d'amis profs s'ils avaient travaillé leur voix justement avant de devenir professeur, et beaucoup me disaient carrément qu'ils changeaient leur voix quand ils étaient face à des élèves, et qu'être devant une salle de classe, c'est un peu comme jouer un rôle au théâtre. Il faut pouvoir rendre ça un chouille théâtral pour capter l'attention des élèves. Pas simple, mais ça change tout. On pense tous à un prof qui avait une voix particulière, tant positive qu'en négative. Donc big up à ma prof de philo qui parlait comme ça, et qu'on écoutait autant pour le contenu que pour la manière dont elle parlait. Quand on dispose comme ça d'un talent brut, on commence par quoi? On se dit qu'il faut commencer par la base, les bases, toutes les techniques. Comment on fait concrètement? Comment on la guide? À vrai dire, il n'y a pas vraiment un guide. C'est en elle. Après, c'est une question de concentration, une question d'aimer. Si elle aime, quand on aime quelque chose, on réussit. Et dans tous les métiers, c'est pareil. Quand on a envie, on réussit à ce qu'on a envie de faire. Et c'est Julia. Julia, elle fait de la danse, elle fait du cirque, elle fait de la natation, elle fait un tas de... sa maman, évidemment, elle s'occupe très très bien d'elle, c'est magnifique. Voilà. Irina. Mais justement, José, Julia l'a dit, quand elle était plus jeune, elle adorait dessiner. Est-ce qu'il faut forcément savoir dessiner, prendre des cours de dessin avant de se lancer dans la peinture? Non, on n'est pas obligé, mais c'est bien quand même de prendre quelques bases au départ, des profondeurs, des dimensions réelles ou irréelles. Et après, c'est l'artiste qui définit la grandeur d'un visage ou d'un membre. Après, je pense que c'est très personnel. Moi, je laisse faire au maximum, je donne quelques idées, et après, c'est l'artiste ou l'enfant qui définit ce qu'il a vraiment envie de faire, et souvent, on est surpris par le résultat. Le résultat, et ça sort d'un enfant, c'est géant, c'est géant. Moi, je suis même surpris par moments, je me dis, est-ce possible de pouvoir avoir ces idées? Mais ça part du cœur, je pense, de l'intérieur. Le cerveau, il fonctionne différemment. Et c'est pour ça qu'on dit un artiste est un peu fou. Enfin, peut-être pas. C'est vrai que le cabinet Wyston cite souvent ce chiffre, 15 000 postes aujourd'hui à pourvoir dans le domaine cyber en France, 75 000 d'ici 2025. Ça, forcément, ça va attirer des candidats chez vous. Exactement, et je pense derrière la pénurie de talent, il y a ces chiffres, mais il y a aussi une difficulté majeure, c'est les entreprises recherchent en fait une certaine combinaison de compétences techniques, analytiques et non techniques. Et c'est ça derrière, il faut l'expliquer, c'est pour ça qu'il faut des écoles dédiées à la cybersécurité pour construire des nouveaux programmes qui répondent justement à cette combinaison de compétences assez difficiles à trouver. Est-ce qu'on a encore le temps d'ailleurs de pouvoir réussir à résoudre cette équation de la pénurie de talents? Parce qu'encore une fois, 75 000 talents à aller chercher où qu'il et elle se trouvent d'ici 2025, c'est littéralement dans 2 heures.
Oui, on a encore j'ai plein d'espoir pour qu'on les trouve. Et effectivement, c'est notre rôle d'école d'aller parler aux lycéens, aux collégiens, pour leur présenter la cybersécurité sur une autre forme. Donc oui, c'est pas que technique, mais c'est quoi? On pourrait se poser la question, parce qu'on dit souvent, c'est pas réservé uniquement pour les geeks à suite à capuche, mais c'est pas pour ça que tous les gens qui n'ont pas de suite à capuche vont faire de la cybersécurité. Donc je pense que c'est important d'expliquer, et c'est pour ça que je trouve que Gaël est un très bon rôle modèle. C'est qu'à partir du moment où on est curieux et qu'on veut comprendre comment fonctionne une machine, et qu'on a une volonté un peu de remettre la tech au service de l'homme, ces deux capacités, ces deux traits de personnalité sont essentiels, et on peut apprendre ensuite plein de compétences pour faire de la cybersécurité. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox et schooltv.com pour revoir toutes les émissions. Merci Guillaume pour cette première. Il n'y a pas de quoi, merci à vous. C'est parfait. Merci aussi à toute l'équipe qui a réalisé cette émission aujourd'hui. Donc le réalisateur Angèle Jean Girard, le son c'est Saïd Mamoum, le maquillage Taï Sayad et Maguessel et Agathe Delannoy à la rédac. Très belle soirée à tous. Ciao.